Comment t'as connu le jeu? Comment j'ai connu le jeu? Ouais, c'est toi perso qui était le chercher le jeu ou c'est un pote à toi qui te l'a montré? Je jouais déjà un peu à tout à l'époque. Ouais. Et ensuite je suis arrivé sur Dodd. Et c'était les toutes premières versions de Dodd là, Ouais. Day of Defeat. Et j'aimais bien le jeu parce que tout ce qui était contexte Seconde Guerre et tout, moi j'adore. Ouais. Et c'était sur le même moteur que CS. Et après par contre il y avait 1.6 au même moment, enfin, c'était le même moteur. Et moi 1.6 j'ai pas adhéré parce que graphiquement voilà, les one shots de la mort et tout, c'était vraiment trop abusé pour moi. Ouais. Et donc du coup non, et après en 2004 je crois, si je ne me trompe pas, 16 sources, donc je le mets, une nouvelle version, un nouveau moteur. Et bof, non, pareil, hein. Comparé aux jeux actuels qui sont sortis, du même temps, non, enfin j'aimais pas forcément. D'accord. Et après en fait j'ai pris le jeu vraiment pour la compétition quoi. Et après je m'y suis pris comme ça. Et du coup justement c'est quoi qui t'a fait accrocher à CS? À un moment tu t'es dit tiens ça peut être sympa machin et tout d'un coup tu t'es dit on peut jouer avec ses potes, on peut faire des trucs et tout. D'où c'est venu tu vois le truc que tu peux plus le lâcher le jeu. Ouais je vois. C'est vrai que j'ai passé des nuits dessus. Ouais. C'est venu tout simplement du jouer avec un pote. Et on faisait mais rien à voir avec le classique 16 quoi. C'était des maps custom, que des trucs custom de partout dans le jeu. Et ça j'adorais. C'était du du coup, fun quoi. ouais, c'était vraiment fun quoi. Et je crois que c'était le mode là aussi, il y avait un mode que j'aimais bien, c'était le gun game je crois, non? Quand tu tues un mec, tu changes d'arme, etc. Oui. Jusqu'à avoir le couteau en dernier là. Pour ça l'armement. Ouais voilà, en gros c'est ça. Et ça j'adorais. Et après en fait où c'est que j'ai vraiment accroché. Donc ça c'était pour le côté fun. Ouais. Et pour le côté compète c'est mon pote justement. Et a fait sa première LAN, je crois que c'était la Shuan 2006 ou un truc comme ça. Et il est parti en compétition quoi. Ouais. Avec l'équipe EL à l'époque, en rejoint. Et du coup quand il est revenu il m'a parlé des LAN, tout ça et tout. Je trouvais ça cool, je trouvais ça bien et j'avais même vu quelques vidéos. Et après je me suis lancé à mon tour avec la fameuse équipe Évidence et après ça on est suivi le reste. Ouais d'accord. Voilà. Ok. C'était quoi le pseudo de ton pote? Rogers. Et il joue plus? Pour le fun. Ouais, pour le fun. Ok. Tu joues avec des fois? Hein? Tu joues avec des fois? Moi déjà je joue pas trop pour le fun donc Ouais. non, mais si je pourrais ouais, mais c'est vrai que je suis vachement focus Ouais. div perso, jeu d'équipe et après T'as pas le temps de jouer avec ouais ton non. pote ou... Après généralement je sors, Ouais. je suis dans ma bagnole. D'accord. Et tu fais quoi quand tu sors? Qu'est-ce que je fais quand je sors? Bah oui, quand t'es à Toulouse, t'habites dans la ville rose, soleil tout le temps, tu joues plus Ouais, là. tout le temps vite fait, là, il fait froid. Ouais. Mais c'est vrai, pas mal de soleil. Qu'est-ce que t'aimes faire à Toulouse? Qu'est-ce que je fais à Toulouse? Déjà les petites sorties boîte de nuit, des fois tout ça, petit resto avec le groupe de potes. Ouais. Après il y a le côté Rennes on va dire, avec les voitures quoi. Tu fais des courses automobiles. Moi je suis sage, moi je fais pas de course automobile. T'as le droit de faire des courses sur des circuits, sur des circuits oui, Bah voilà. sur la route je crois pas. Ah non. Donc tu fais des courses automobiles. Voilà, Donc automobile. t'aimes ça, J'aime tout ce qui est automobile. Ouais. Ouais, alors t'aimes quoi? T'aimes la conduite? T'aimes... La conduite, voilà. Après évidemment ouais. Comme on va dire sur circuit on peut s'exercer. Ouais. Mais après dans la rue c'est compliqué. Après la puissance, tout ce qui est la puissance voiture, moteur,
J'adore, D'accord. ouais, c'est une grande passion. Et ce que j'adore le plus, c'est comme là, sortir d'un véhicule, on va dire entre guillemets classique, Ouais. comme une S3, bon, même si c'est pas classique déjà de base, et puis pouvoir mettre la pâtée à des Porsche ou des trucs comme ça. Quoi. Voilà, ça j'adore. Ok. Et t'aimes bricoler dedans du coup? T'aimes bricoler autre chose? Ouais, après, le truc c'est que je fais ça énormément avec mon père. Le truc c'est que évidemment, moi j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Tout ce qui est grosse modif et tout, c'est lui qui s'en occupe quoi. Et après quand je peux, ouais, je lui fais un coup de main quoi. Mais c'est vrai qu'avec CS et tout, c'est difficile. Mais sinon ouais, j'aime bien. D'accord. Ok. Et justement, t'as travaillé un peu avec ton père hein, dans un garage. Ouais, j'ai fait 2 ans de mécanique auto en auto-entreprise, hein, donc c'était pas forcément dans un garage quoi. On faisait ça comme on pouvait. Et bon, c'était pas mal. Après, c'est sûr, c'est pas la vie que j'ai là, hein, loin de là. Mais bon, ça crée une expérience de vie et au moins on a les pieds sur terre. Quoi. Ouais, bah oui. C'est quand même une chose importante, je pense. Je comprends ça. T'avais un diplôme, t'avais quelque chose pour faire. De la méca? Ouais. Non, comme mon père. Hein, c'était. Lui a tout appris par lui-même. Autodidacte quoi. Ouais, voilà. Et il est allé très haut dans méca, hein, tout ce qui est prépa et tout. Enfin, il sait faire énormément de choses. C'est lui qui t'a donné l'amour de la. Oui, ouais, dès le début. Ouais. Même quand j'étais petit, j'avais pas le choix, il fallait que je porte les pneus, les roues. Donc du coup, c'est obligé que ça vienne. Mais ouais. Donc c'est lui, tout ce qui est voiture et tout. On a commencé très tôt, enfin j'avais quoi. Enfin, il y a eu une période où c'est qu'il faisait de la méca sur ses voitures, où il est préparé tout. Après, bon, il a eu la vie de famille. Donc les voitures, il touchait plus trop. Puis après, j'ai grandi. Et arrivé vers 12-13, on a commencé à parler de modifications et tout ça. Et on s'est lancé sur des modifications sur sa propre voiture. D'accord. Donc voilà. Mais tout pareil, tout en termes de puissance quoi. Et non pas en termes de Jackie avec des ailerons de la mort, des trucs qui sortent de je sais pas d'où, etc. Les néons. Ouais voilà. Non, pas de néon. Après les néons c'est joli, ça brille dans le noir. Ouais mais non. Tu te fais repérer quoi. Ah oui bah oui. Ah ça par contre oui, ça c'est sûr. Non, pas de néon. Un peu en arrière, tu étais chez Very Games, Domination, puis après vous avez eu Nip comme bête noire. Ouais, et à partir de là, ça a surpris un peu de monde, mais tu es parti de la scène. Ouais, c'est vrai. Et est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à comprendre pourquoi, avec du recul, tu l'as fait? Déjà à la base, pourquoi tu l'as fait Alors, pourquoi je me rappelle très bien de cette période. Hein. Ouais. C'était. Donc Very Game, on arrive, comme tu dis, à la bête noire Nip, enfin compliqué. On passait du stade où on gagnait tout au stade où on commence à être dans le mal, où c'est que c'est compliqué. Bon, même si les places sur le podium étaient quand même pas trop mal, hein, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et en gros, je sais qu'on s'imposait quand même une grosse rigueur qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui quand même, mais à l'époque on jouait quand même pas mal. Et c'était pour vraiment un salaire minime. Hein, enfin, alors d'aujourd'hui, on va dire un sneaker Saint-Mars quand on compare les sommes d'aujourd'hui. C'est pour ça que. Tu peux dire combien tu gagnais à Very Games? Oui, à ce moment-là, on était à 130. 130 €. Allez, ouais, 130. Après, je crois qu'ils sont montés peut-être à 200 les autres. 200 € par mois. Ouais, voilà. En fait, c'était pour dire que on était salariés et créer un cadre pro, quoi. Ouais, voilà, d'accord. Mais c'est vrai que comparé à aujourd'hui, ça reste minime. Vous étiez les premiers, vous étiez les mieux payés de France? Oui, à ce moment-là, je pense. Si on peut dire ça, oui. Ouais. Okay. Après, c'est vrai que. Enfin, nous, on était tout fous hein, à ce moment-là
de se dire que bon, ben, oui. on allait payer, enfin, moi ça me payait l'assurance de la voiture, déjà j'étais Oui. content. T'avais quel âge? Et oh, là, j'étais jeune. Enfin, j'étais jeune. C'était il y a quoi? C'était il y C'est a un petit moment là. 5-6 ans. Dans les 23, Ouais. je dirais. Et donc du coup, ouais, donc du coup voilà, et en ce moment, enfin dans la même période, j'étais en couple donc, pendant 3 ans sur Paris. Donc j'avais quitté Toulouse pour aller sur Paris. Et je pense que c'était une accumulation de tout qui est arrivé. Enfin, moi je me sentais pas trop bien dans ma vie. Il y avait le fait que bah, Paris à visiter, ouais, mais après à y vivre, c'est vrai que C'est difficile. voilà, ouais, c'est difficile. Je venais d'avoir la voiture sur ma 3e année quand j'étais sur Paris, donc c'était encore plus difficile. Et tout ça, j'ai craqué, j'ai disjoncté. Plus le jeu, où c'est qu'on se demandait, on s'imposait une certaine rigueur. Ouais. Et au final, on pouvait pas en vivre, hein, c'était impossible. C'est beaucoup de Et travail pour peu de. Voilà. Et je commençais à prendre de l'âge. Et au bout d'un moment, il fallait bien faire quelque chose dans sa vie. Et voilà, après, c'était plus possible, quoi. D'accord. Donc au final, je peux pas dire que j'ai le regret d'avoir arrêté parce que bah, enfin, il fallait que je fasse mon expérience et mon truc de mon côté et D'accord. après voilà, obligé d'arrêter quoi. Là, je pouvais pas continuer comme ça. D'accord, ok, je comprends. Donc c'était un aspect économique, c'était un aspect, un moment de ta vie où il fallait que tu prennes une décision où, Ouais. pour avancer, tu avais envie d'avancer. Ouais, voilà, c'était ça. Et évidemment, le jeu, pendant longtemps, on se disait oui, ça va percer, oui, ça va ceci, oui, ça va cela. Mais on n'en voyait pas forcément le résultat. On voyait du League of Legends bien équipé, bien solide, mais du CS bien solide, non. Enfin, Ça avançait pas. c'était trop peu, quoi. Ouais. Donc j'ai arrêté. Après le jeu a monté vraiment, est monté en puissance et après tant mieux. Hein. Et du coup aujourd'hui, ouais, c'est. Ok. Ça- Donc du coup, pendant ces 2 ans, tu as bossé avec ton père. Voilà, 2 ans de méca, coupé du jeu complet, je regardais même pas carrément rien du tout. Ouais, Enfin, vraiment, je suis sorti de là en mode dégoûté du jeu, enfin, je voulais plus du tout en parler et terminé. Il me semble qu'on avait regardé, Vaca avait regardé ton compte Steam et tu l'avais pas allumé, tu t'étais pas connecté pendant 450 jours. Ouais, à ton compte Steam. c'est C'était possible, le- ouais, j'avais tout Ouais. stoppé. Plus de jeu, plus rien, terminé. Ok. Donc tu savais même pas que c'était en train Ah non, je de savais rien. monter en puissance en fait. Je voyais C'est- Jérôme de temps en temps j'avais vu quand il s'était passé Titan. Ouais, Jérôme Niac. Ouais, voilà. Que ça, il m'a expliqué que ça avait changé, on s'était vu une fois en boîte avec l'équipe du moment là. Ouais. Et bon, ça avait changé. Mais bon, à ce moment-là, enfin, moi dans ma tête déjà, je me disais même pas que je voulais reprendre le jeu. Ouais. Donc le jeu, j'aimais bien le jeu me manquait, mais j'ai tellement trop forcé sur le trop peu que ouais, non, c'était plus possible. Et puis dans ma vie perso, c'était plus possible. Et du coup, justement, c'est Niac qui est revenu vers toi pour finalement te proposer. Comment ça s'est passé? Tu l'as croisé ou c'est vraiment. Alors en gros, c'est assez marrant parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais en train de bosser sur une bagnole, j'étais en train de faire des freins et j'étais en train de faire un essai sur route, quoi. Et donc là, il m'appelle et les gens s'appelaient pas, donc enfin, c'était très peu, quoi. Oui, oui. Et donc du coup il m'appelle et je vois que mon téléphone sonne, je vois que c'est Jérôme et je me dis ah non quoi, pas le jeu quoi. Genre Le jeu te rappelle. ouais non, enfin je savais pas mais entendre du jeu, écouter le jeu franchement non. T'avais pas envie. Enfin ouais, et surtout que moi j'avais cette image de l'époque quoi. Donc Oui, t'étais pas au courant de. ouais donc du coup voilà, il m'appelle, il m'explique. Enfin, il me dit salut Seth, enfin voilà le classique, hein, blablabla. Et après on en vient au sujet du jeu, donc il me parle de cette histoire de tricherie et tout le tralala. Donc c'est Kaylee qui a. Exactement, Kaylee a triché. Enfin, en tout cas, il s'est fait ban. Voilà, ce C'est suspecté de chaque check là. ban de Kaylee. Et en gros du coup à partir de là il me dit que qu'il aimerait bien rebosser avec moi sur le jeu, tout ça. D'accord. Moi d'office je sais que ma première réponse elle est instantanée, c'est quasiment non. Ouais. Dans le sens que je lui ai dit non, si c'est pour reprendre comme avant, non. Et après du coup
il a développé sur le jeu, sur comment ça avait changé, l'évolution, Ouais. enfin, les matchs dans les stades, les IM Katowice et tout le délire. Là. Et ouais, enfin, même là encore, je réalisais pas Ouais. quand il m'a expliqué ça. Oui, ok, d'accord, une LAN, une grosse LAN, moi j'avais fait le SWC, déjà pour moi c'était gros. Ouais. Mais donc moi, quand il me parlait de Katowice ou des trucs comme ça, pour moi c'était SWC bis, mais en Pologne. Quoi. Et donc du coup voilà, il m'avait dit si j'étais chaud, tout ça. Enfin bon, après j'ai eu Exy au téléphone. Enfin, on a vachement discuté par rapport au jeu, de ma motivation et tout. Ouais. Évidemment, si moi le jeu c'est quand même une grande partie de ma vie. Et si on me propose le jeu, de revenir et de tryhard pour ensuite y vivre de sa passion, c'est quelque chose de magique. Quoi. Je pense que c'est qu'une seule fois dans une vie, hein, ce genre d'opportunité. Et donc du coup, ouais, je me suis dit, allons-y quoi. Par contre, même moi, je savais même pas si j'étais au niveau ou si je pouvais être au niveau. Enfin, c'était. Donc du coup, ce qui t'a convaincu, il y a aussi un petit peu l'aspect économique, puisque il y avait donc la taille des événements, tout ça, mais il y avait aussi l'aspect économique qui pouvait un peu plus coller à ce que tu voulais. Ouais. À partir de là, on pouvait déjà en vivre, on va dire, correctement. Voilà, faire un travail à temps complet. Assuré. Voilà, exactement. Et c'était ça que... D'accord. Enfin, moi le jeu, si je pouvais en vivre bien avant, j'aurais jamais arrêté quoi. D'accord. Mais parce qu'après, on peut pas non plus rester sur le jeu éternellement et regarder sa vie défiler quoi. Oui, non. Mais donc du coup, quand il m'a proposé ça, j'ai dit ouais, pourquoi pas prendre une période de test. C'est marrant parce qu'on m'aurait dit. Donc là, c'est chez Titan. Chez Titan, ouais. Chez Titan, et donc c'est un test en équipe. Ouais, voilà. C'est que je démarre en mode recrue quoi. Ouais. Donc c'est assez marrant. Le contexte. Alors niveau recrue, ça veut dire quoi? Tu comprends rien au strat? Je comprends rien au strat, je comprends rien à un metagame qui avait complètement changé. Enfin, tout avait changé. Hein. Il y avait le principe de fouillis sur les BP et tout, c'est que t'arrivais à... Je l'avais un peu vu déjà quand j'avais arrêté. Nip, c'est comme ça qu'ils nous ont vachement surpris. C'est qu'on jouait tout le temps en classique, nous on s'était sur des positions, genre 2-3, etc. sur les BP. Et eux, ils étaient capables d'être par exemple sur 2-2 en CT 3 en B quoi. Avec un mec qui fait un peu le pigeon. Toi évidemment en tes retours, tu continues, hop, et là t'es presque bon en main que t'as un mec caché derrière une caisse quoi. Oui, d'accord. Donc du coup voilà. Et ensuite donc ouais, en mode recrue, reprise de tout quoi, en mode reprise du DM, et j'ai regardé pas mal de démos et tout pour vraiment m'apercevoir de comment était le jeu, et quand j'ai regardé les vidéos et after movie de Katowice et tout, j'ai fait ah ouais d'accord. Ouais, bon là ok, c'est complètement next level quoi. Du coup pendant cette période de test, toi juste avant tu étais dans le garage, tu travaillais la mécanique. Ouais. Du coup pendant cette période de test, tu savais pas encore si tu allais vraiment réintégrer ou pas? Ah non, je savais pas. D'accord, donc c'était Titan, c'était on te teste, on voit si c'est possible, et après on donne la réponse, on voit ce qu'on peut faire. Ouais, c'est ça. D'accord, donc après au niveau du garage, tu as pu quand même le laisser de côté, il n'y avait pas de problème de... Après c'était... La période de test était plus ou moins, je dirais, courte on va dire, parce que... parce que de base il fallait que j'ai des réponses, parce que pareil, je pouvais pas non plus cramer le jeu et cramer la mécanique quoi, donc c'est pas possible. Et donc du coup, en plus il a fallu tout réimproviser, parce que j'avais pas d'écran PGM de la mort comme de l'époque, j'avais plus rien. T'avais plus de matériel. Ah non, c'était habité au couteau. Et donc du coup, avec Jérôme, je sais qu'il m'a prêté un écran, il m'a prêté un PC, je m'y suis remis. En phase de test, je collais 2-3 headshots, en termes de skill, ça collait. Bon après en termes de metagame, c'était l'intelligence de jeu, c'était une catastrophe quoi. Ouais. En plus de ça, il y a eu l'introduction de tout ce qui était réseaux sociaux, Twitter et tout. Enfin, j'en ai pris plein d'un coup. Ouais. Et donc on va dire que je me suis concentré sur essayer d'être fort et de faire ce que je peux au mieux. Ouais. Et j'ai mis les réseaux sociaux un peu d'un côté, j'avoue que pendant au moins 1 an.
Mon Twitter c'était que dalle quoi. Même si à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas un très grand communicateur. C'est vrai que je poste 2-3 trucs, mais après. Ça a une part importante ça de ton métier? Ouais, bah, d'être sur les réseaux et tout, c'est quand même important de créer son image, de montrer à la communauté qu'on est présent, de leur faire partager certaines choses. D'accord. Donc non, ouais, je trouve ça quand même assez important et je me rends compte que depuis milieu de G2, quoi, avant que je passe côté Envy, où c'est que maintenant j'essaie de communiquer un peu mieux, même si des fois je le fais pas très bien, ou même dans mon anglais un peu vite fait, quoi. T'as des obligations au niveau justement de la communication, Twitter, Facebook, des machins? Ouais, non. Enfin, on peut pas non plus laisser un Twitter mort, hein. C'est évidemment, parce que c'est pas possible. Mais donc, on va dire que des obligations, oui, d'être actif. D'accord. Mais des trucs complètement abusés, non. D'accord. Genre, on doit pas faire 100 tweets en une semaine, par exemple. Ouais, non, d'accord. Tu dois juste entretenir l'image du temps, ça, quoi. C'est ça, ouais, voilà. D'accord. Tout ça vient, ça, c'est quoi? Il y a eu une private joke, ça vient de quoi, ça, le temps? Parce que ça vient de toi ou de la communauté? Ça vient de moi, c'est moi qui l'ai mis en compétition à un moment donné. C'est que même mon pseudo c'était RPG Tank, vraiment en compète, et après ça s'est suivi et du coup ça a créé tout un truc, quoi. Et c'est vrai que ça c'est marrant. Il y a des bons gifs sur Twitter avec des tanks. Ça c'est marrant. Du coup, chez Titan, ça a duré 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Et 1 an et demi, et après il y a eu le changement G2. Voilà, donc justement, c'était on va dire le gérant, le patron, l'actionnaire sûrement de G2. De Titan, ouais. C'est le gérant de Titan qui ne pouvait plus financer votre. Tout le projet, voilà. Ouais. C'était de l'argent personnel lui qui mettait en jeu. Alors là franchement je t'avouerais que je ne saurais même pas, mais il me semble que oui, parce que de toute façon on n'avait pas non plus 36 sponsors, enfin on n'en avait même pas du tout en fait, à part Razer. Donc oui, à mon avis ça doit être de l'argent perso. D'accord. Ok, et lui qu'est-ce qu'il en tirait? Pourquoi il faisait ça? Alors là c'est vrai que je sais pas. Je pense peut-être que quand il a pris Berry Games à ce moment-là, c'était une équipe quand même axée top 3 LAN international, donc du coup tu gagnes en visibilité derrière. C'était une valeur sûre, quoi. Ouais, voilà, je pense que c'était de l'argent où c'est qu'il investissait, derrière il gagnait en visibilité. Après, faut croire qu'il gagnait pas tant de visibilité que ça, parce que c'était pas assez rentable, je pense. Ouais. Et donc du coup, fermeture, puis après, d'un côté, t'as les grosses structures qui montent. Il y a des mecs qui arrivent sur le papier, ils sont beaucoup plus solides, donc du coup, ça en devient compliqué, je pense. D'accord. Du coup, à la fin de Titan, vous devez trouver une structure. Comment ça se passe? Est-ce que c'est les joueurs qui doivent trouver une structure? En gros, quand ça se finit, t'es sur le marché, hein, donc 5 joueurs et un manager et un coach maintenant, et même un analyste et tout le tralala. Ouais. Donc en gros, là, si évidemment t'es performant, t'as automatiquement des structures qui viennent te démarcher, quoi. Et évidemment, il y a des équipes qui sont prises, c'est Fnatic et tout ça, on peut oublier. Ou alors, il faut vraiment exceller et être au-dessus de tout le monde pour prendre la place d'un SK ou un truc comme ça. Mais après, donc, du coup, tu as ceux qui te démarchent, donc au final, tu as tout le temps des propositions. Et après, on
on accepte ou on n'accepte pas, quoi. Mais en gros, il y a un choix de proposition et après, il y a le manager quand même qui fait tout un travail de fond pour aussi aller démarcher de son côté, pour voilà, regarder où on a ça, où il y a un tel qui vient, etc. Donc au final, je dirais ça va faire la demande en fait. D'accord, donc après, il y a G2 qui vous fait une proposition et vous en discutez ensemble? Oui, ça c'est parlé entre tous les joueurs. Donc toutes les propositions citées, on les met un peu sur la table, on regarde qui fait quoi, etc. Enfin, la gestion de l'équipe et tout. Enfin, tout le monde donne un peu son avis de qu'est-ce qu'on en pense et après on fait un choix. Et donc vous acceptez G2? Et donc on accepte G2 avec Mr. Carlos. Et à l'époque, est-ce que tu peux me dire quelles autres propositions, de quelle autre structure vous avez eu des propositions? Donc là on parle d'il y a 2 ans. Un petit moment, là. Ce que je me rappelle de tête, il y avait Immortal. Ouais. Donc il y avait G2. On avait la possibilité aussi de faire comme Astralis. Monter votre, Voilà. monter votre structure. Après je sais qu'il y en avait 2-3 autres, mais celles qui me viennent vraiment de tête, D'accord. c'est Immortal, G2 et monter son projet. D'accord. Et là à l'époque, c'était Astralis n'existait pas encore? Si. Astralis est en train de faire le même truc. D'accord, donc c'est pour ça que vous êtes posé la question. Ouais. Voilà. Donc chez G2, durant un an, quel est le résultat pour toi? Est-ce que c'était une bonne expérience ou pas? Est-ce que c'était un bon moment ou pas? Oui, parce que on gagne quand même les ECS, si je ne me trompe pas. On fait une finale quand on a ESL Pro League contre SK, on perd. Je crois que c'est à ce moment-là. Ensuite, on gagne les ECS. Ouais. Donc au final, non, c'est plutôt bien. Et donc au final, on va dire que tout va bien jusqu'à la période de l'été. Le retour de l'été, bon, c'est pas trop mal non plus. Je sais qu'on va à la Star Leader. On finit, on n'est pas trop dégueu. Ouais. Bon, après on peut faire mieux. Et du coup, c'est que vraiment, c'est que les trucs, on part à New York. Et après New York, New York pour quelle compétition? IEM New York. Ouais. Et une fois qu'on part à New York, à partir de là, vraiment je ressens un peu les trucs bizarres quoi, qui arrivent de la fin d'équipe. Plus la même motivation des joueurs, plus l'esprit vraiment d'équipe. Là on sent le truc pourri arriver. Enfin, moi je le sens personnellement, je dis rien, mais voilà. Arrivé au Trollland d'affilée, tout ce qui était, il y avait Auckland, IEM Auckland, Northern Arena et l'autre truc, je sais plus ce que c'est. Donc du coup on fait ces 3 LAN, on fait un résultat très mitigé. Mais bon, à partir de là, dans ma tête, je savais que c'était décidé qu'il allait se passer quelque chose. Donc c'est des espèces de symptômes que tu peux retrouver. On sent quand ça part mal, quand ça part en couille totale, on sent que... Et ces symptômes, tu peux les retrouver dans les différentes équipes? En tout cas en France, oui. En France, pas à l'étranger, je sais pas, mais en France, oui. Tu ressens... D'accord. On sent un peu l'instinct du joueur. On sent le truc arriver. Et donc du coup, moi pour ma part, je sais que Adil n'a pas du tout vécu le même truc par exemple. Lui il l'a pas vu arriver jusqu'au bout du bout, il ne l'a pas vu arriver. D'accord. Et donc du coup, après dépasser ces 3 LAN, on se fixe la qualif major, le major qualifieur. Mais bon, c'était déjà, je suis quasiment sûr que c'était terminé. Et moi dans ma tête je me suis dit bon 7 maintenant, je sais que c'est fini de toute façon. Autant jouer pour jouer, c'est-à-dire autant jouer pour toi et essayer de montrer un bon niveau et je sais que je fais une qualif majeure vraiment pas dégueu. Et ce qui m'a aidé à être chez Envy à l'heure d'aujourd'hui et après à partir de là, donc du coup j'en garde quelques trucs du fait que ce soit fini et qu'on m'ait mis sur le côté. J'étais beaucoup moins investi que je suis maintenant. Je trouvais pas l'équilibre comme je l'ai maintenant dans le jeu et en dehors du jeu. Donc là on va dire que je suis très focus équipe, très focus niveau perso. Je regarde des joueurs phares style Coldzera ou Nico
d'autres joueurs qui ont le même, on va dire le même type de profil, c'est-à-dire coller des headshots et essayer de bien finir les rounds et tout. Donc je m'inspire beaucoup de ces mecs-là et c'est ce qui m'aide à avoir le niveau que j'ai eu là durant toute la période Envy jusqu'à maintenant, parce que il y a quand même un gros écart entre G2 moi l'an dernier et Envy maintenant. Là, tu trouves? Ouais, j'avais pas du tout le même niveau, je me sentais pas autant en confiance là. Là je sais que j'ai la confiance, j'ai peur d'aucun joueur, donc ça aide quoi. Alors qu'avant j'étais fragile sur quasiment tout ce que je faisais quoi. Donc qualif major avant la période de Noël, qualif major, on sait que l'équipe elle est morte. Ouais. Donc voilà, donc on rentre en mode l'équipe est morte, donc là il y a quasiment pas de blabla. Hein. Envy comme G2 sont passés à ce moment-là en major, on était tous les deux majors, donc voilà. Donc on se fait sortir tous les deux. Voilà. L'issue finale. Et donc du coup oui, à partir de là, on vient à la discussion d'équipe. Comme je sais qu'après la qualif major, oui, il y a eu un gros moment de flou durant la période d'hiver là, où c'est qu'on savait pas trop comment ça allait se passer, où on allait aller, etc. Et ça a été seulement au major où c'est qu'on en a vraiment parlé. D'accord. Qu'est-ce qui était mort chez G2? C'était quoi qui était mort? C'était mort. La base d'une équipe quoi. C'est-à-dire le côté teammate, le côté je sais que Richard il avait complètement give up total, donc lui il avait ses idées bien en tête et donc voilà, et ça se sentait. Non, c'était spécial. Ouais. T'arrives à un moment donné où c'est que l'équipe ça parle plus, ça fait plus rien, même en tant qu'entre nous, en tant que joueurs, ça échange plus, enfin c'est limite presque si on s'éviterait. Ah oui, d'accord. C'est une tension. Voilà, c'est une tension. Et donc du coup à partir de là, ça sert plus à rien. Enfin, c'est pas vraiment une équipe. Il peut y avoir des tensions, mais par exemple l'équipe que je trouve vraiment belle à regarder, que ce soit dedans ou en dehors du jeu, c'est SK quoi. Je les vois qui perdent ou qui gagnent, ils sont en train de se motiver, ils vont peut-être pousser une petite gueulante d'après-match, mais tu les revois après en mode. J'ai l'impression qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde et c'est hyper important d'avoir 5 joueurs qui voient dans la même direction et qu'un tel va soulever un tel, ou si un tel est un peu mal, lui il va le prendre par l'épaule et en mode vas-y go, on va les stop et c'est instinctif, ils ont une mentalité de combattant brésilien, quoi, je dirais ça. Et ça se voit quoi. Et du coup aujourd'hui, après un an passé chez Envy, imagine que là tu retournes avec les mêmes joueurs de chez G2, là demain. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut remarcher? Style, est-ce que au final, les joueurs ont évolué? Je pense que après un shuffle ou quoi, on grandit tous de son côté quoi. Donc on prend tous un peu en exemple ce qui a été dit ou quoi. D'accord. Et après oui, je pense que ça peut changer. Mais je sais que par exemple, on me prend moi maintenant là et on me met on va dire chez G2 entre guillemets. Oui, je pense qu'il n'y aurait plus la même discussion ou la même pression de se dire on va mettre sur le côté RPK parce que il n'est pas investi ou il est pas ci ou il est pas ça, chose qu'on me reprochait chez G2 et chose qui était vraie sur certains points. J'étais pas autant investi comme je suis maintenant et je travaillais pas autant mon niveau indiv comme je travaille maintenant. Donc oui, c'est bien différent. Mais je pense que si ça aurait été ça, ouais, il y aurait des choses qui auraient changé. Enfin, ça serait mieux passé. Ouais, justement, en ce moment, on dit que tu es vachement en forme. On dit que tu es chaud. Ouais. Sur d'autres médias journalistiques, ils pensent que tu es dans un top 10 de meilleurs joueurs du moment. Ouais. Déjà, est-ce que tu le sais? Non. non, je savais pas. Ça fait 2 mois, voilà, qu'on parle de toi. Okay. Que les médias. Je savais que oui, je sais qu'on en parle. Hein, ouais. Après, c'est vrai que je suis très focus sur moi. Je regarde Vacar, mais si c'est la chaîne TV et tout, je regarde pas forcément. D'accord.
Mais ouais, non, c'est vrai que je regardais pas trop. D'accord. Bah là, ça fait 2 mois ouais, que les médias, surtout HLTV, Happy l'a dit dernièrement dans une interview, que tu étais, en ce moment, tu étais très chaud parce que tu étais bien sur ton poste, sur les maps. Ouais. Et est-ce que savoir ça, est-ce que savoir que la communauté te trouve très bon en ce moment, est-ce que ça donne pas encore plus de confiance? Ah bah oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est le piège, ça. C'est-à-dire que quand on regarde et que tout se passe bien, bah, évidemment, la communauté donne la confiance. Et on se sent chaud, bah, on est chaud, donc évidemment, la communauté nous le rend. Mais par contre, quand on est une grosse merguez et qu'on n'est pas capable de cliquer sur un mec, ou que ça se passe pas forcément bien, enfin, il y a des moments où c'est qu'on peut pas tuer tout le monde, où il y a des moments où on passe des sales games, et des fois, la communauté peut être très méchant. Et donc du coup, bah ouais, alors là, après c'est la mentalité du joueur et l'impact que ça peut avoir sur un joueur, ça peut être énorme moi je sais que j'arrive à filtrer quand même. T'arrives à discerner je filtre beaucoup quoi. C'est-à-dire que je sais que je peux être bon là, mais je sais que il faut que je garde une bonne mentalité et enfin, la mentalité est importante quoi. Parce qu'après si justement on prend trop on va dire le melon, hein, bah, la descente peut faire très mal aussi. D'accord. Et toi, tu connais des joueurs qui se laissent un petit peu trop emporter par les commentaires? Ouais, je dirais, bah si, il y a eu l'histoire avec Smith. Hein. Avec Smith. Ouais, voilà, je pense que ça c'est avec le Yo les Noob, etc. Donc c'était drôle, mais ouais, non, ça l'a beaucoup impacté. Hein. Enfin, un joueur comme ça qui a quand même brillé pendant très longtemps avant qu'il se mette en coach, c'est toujours un joueur brillant et qui se fait autant impacter par la communauté, c'est que c'est violent. C'est que ça peut être très violent. Donc le seul truc de ça, c'est faut pas sombrer dedans. Est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas eu la communauté sur lui, sur Smith? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il aurait continué déjà à jouer? Est-ce que tu penses qu'il aurait pu remonter s'il était dans un creux? Est-ce que tu penses que... Je pense que oui. Ouais. Je pense que c'était pas fini encore? Qu'il avait encore les capacités de ouais, je pense que oui. La communauté, enfin... Il y a... Nous, on va faire en sorte qu'il remonte le plus la pente, quoi. Ouais. Mais après, évidemment... Donc en équipe, on va être là, on va essayer de le motiver, on va essayer de le pousser. Donc ça, lui, ça va lui faire plaisir, n'importe quel joueur. On va pas parler que de Smith. Ouais. Donc ça fait toujours plaisir. Tu as tes teammates qui te poussent, donc tu bosses sur ça et tout. Mais après, quand tes teammates s'arrêtent et que tu vas sur les sites, que tu fais l'erreur d'aller sur le site, des fois, il y a des moments où il ne faut pas y aller. Quoi. Quand tu sais que tu es en bas, honnêtement, il vaut mieux pas y aller. Et quand tu commences à te laisser plonger dans toutes ces discussions qu'on voit sur les joueurs et tout, c'est là où c'est que tout l'effort que tu fais en équipe, il va tout perdre sur la communauté va le descendre, et là il va même lui dire s'il faut ils ont raison, au final s'il faut je suis une vraie merguez, etc. Et après lui-même s'il faut il va raccrocher, alors qu'il était peut-être à 2 doigts de s'en sortir parce qu'on était en train de le booster, mais au final il baisse les bras parce que la pression de la communauté est beaucoup trop forte. Il doute. Voilà, il doute. Et quand tu doutes, tout ce que tu fais, tous tes choix et tout, tu doutes de partout. Donc dans le jeu tu doutes aussi et ça donne ce qui s'est passé. So he just has to try and hold it. Takes his time to hit the head. Tu as déjà participé à plusieurs majors
Et du coup, il y a eu des stickers à ton nom, Ouais. RPK. Quelle sensation ça fait d'avoir son nom, son pseudo intégré dans un jeu vidéo, dans le jeu qui te fait travailler, dans le jeu qui te fait vivre? Ah bah, franchement, ça fait un truc, c'est vrai que ça crée quelque chose, quoi. Si tu te dis, bah, t'es là, quoi. T'es dans les murs du jeu, quoi. Donc, non, franchement, c'est vraiment bien quand ils ont fait ça, là. Et bon, là, ça fait un petit moment que j'ai pris le petit sticker. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment bien de l'avoir. Je pense que c'est un plus de se dire que on a participé, on a été là et le sticker prouve le fait qu'on a été là. Ouais, t'as marqué le jeu, Voilà, on marque le jeu, quoi. Ouais. Justement, les stickers, c'est vous qui signez réellement? Ouais. Donc comment ça se passe? Bah, en fait, tout ce qui est sticker et tout, il faut que ce soit fait à la main et que ça doit être qu'on puisse le reproduire auprès des fans, quoi, parce que sinon voilà. Valve n'accepte pas. D'accord. On n'accepte pas la procédure parce qu'il y en a qui l'ont fait par des graphistes ou des mecs qui gèrent de ouf, quoi, et évidemment le jour où tu dois la refaire, faut être chaud, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais non, ça Valve direct, ils mettent un stop donc tu signes, tu scannes. Voilà, c'est ça. Et après eux derrière ils reproduisent. D'accord. Du coup tu l'as fait une seule fois, ça. Et après ils réutilisent la même signature. Ouais, la mienne n'a pas bougé depuis le début. D'accord. Ils te proposent de changer à chaque fois? Ouais, à chaque major il propose. Okay. Est-ce que tu as des stickers RPK? Sur mes armes? Ouais. Ah oui. Ah. Ouais. oui. Ah, moi il y en a partout. À chaque fois il y en a de mon équipe et de moi. Du coup tu es chez Envy, une structure américaine, et je me demandais comment ça fonctionnait au niveau, comment tu perçois tes salaires, est-ce que tu es salarié, etc. Donc, j'ai ma propre société. Tous les joueurs marchent comme ça. Et en gros, c'est comme une prestation de service et au final c'est un salaire, quoi. D'accord. Au mois, donc c'est comme ça que ça marche, quoi, soit avec les États-Unis ou c'était pareil chez G2. D'accord. Ou même chez Titan, c'était encore pareil aussi. Okay. C'est toi qui gères ce côté entreprise, ce côté, c'est à toi de faire tout ce qui est administratif, la gestion de l'entreprise, les rentrées d'argent, tout ça, tu dois le gérer. Le plus compliqué c'est la création. Ouais. Donc ça, Jérôme m'a clairement aidé là-dessus, quoi, parce que sinon c'est vrai que c'est une galère monstre. Ouais, donc pour G2. Ouais, donc finalement tu utilises la même entreprise. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, d'accord. Et après derrière, c'est un comptable classique, quoi, qui fait tout ce qui est paperasse et tout. D'accord. Et après tout ce qui est facture et tout ça, on le fait nous, quoi. Après on est en relation avec le comptable et voilà. Après une fois que c'est créé, après ça roule. Okay. Du coup, on parlait du fait que là, tu viens de revenir de LAN, tu viens de revenir, t'es rentré hier. De San Francisco et de San Francisco. T'es arrivé à Toulouse hier. Et là, aujourd'hui, on repart pour les WSG. Pour le WSG en Espagne. J'ai dormi 2 heures. T'as dormi 2 heures. Ouais. Et tu joues demain? Et je joue demain, si je me trompe pas. Ouais, autant dire que c'est du sport. C'était dur, l'avion est dur. Ouais. Et du coup, vous pourriez refuser des tournois pour, on va dire, justement essayer d'avoir des passages que vous pouvez récupérer sur ces décalages horaires, sur les voyages, sur... Après, on peut toujours refuser un tournoi, mais bon, il y a des tournois où c'est que... Tu peux pas. Ouais, le WSG c'est quand même important. Ouais. Encore quand c'est une petite tournoi, une petite LAN, on se dit bon ok d'accord, celle-là on peut la skip et on verra la prochaine, mais là ouais, les grosses généralement, si l'événement ESL comme les IUM ou les WSG un peu hors du commun ou tout le reste, enfin il y en a beaucoup qu'on peut difficilement skip en fait au final. C'est juste que les plannings, là c'est pas de chance et on est obligé de... D'accord. Enfin je suis arrivé hier à 21h30. Le temps que je m'endorme et tout, je dormis 2 heures et là on se retrouve dans la voiture, c'est parti.
C'est reparti. Ouais, c'est reparti pour un tour. Et après, quand on rentre, pareil, je crois que j'ai 4 jours et les DH Winter. Et DH Winter qui est où? Suède. En Suède. 4 jours de repos et tu repars en Suède. Voilà. Du coup, il faut savoir autant jouer que voyager au final. Faut être un bon Là, faut être un bon globetrotter, parce que sinon, Globetrotter. faut avoir le... C'est beau de voyager, mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même le mental qui suit, parce que C'est fatigant. c'est hyper fatigant, les vols et tout. Enfin, le cerveau, il comprend plus rien. Hein. J'ai décollé, c'était la nuit. J'ai vu le jour dans l'avion, et je suis arrivé, c'était la nuit. Enfin, c'est complètement bugué. Enfin, l'heure du dodo. L'heure des tapas. L'heure des patatas.